Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personnalité qui incarne, d'après moi, l'opportunisme, la curiosité, l'envie et l'enthousiasme. Elle est blonde, divine, sa frimousse et son regard espiègle reflètent sa volonté positive. Originaire d'Annecy, elle est arrivée à Paris ado avec la ferme intention de se lancer dans une carrière artistique et de tout déchirer. La discipline et le travail sont de rigueur pour cette patineuse. Oui, elle glisse sur la glace et défie les obstacles, y compris le harcèlement qu'elle a pu vivre. Elle va nous raconter combien il est difficile parfois de développer l'estime de soi nécessaire au-delà de la confiance en soi que l'on peut avoir. Aujourd'hui, elle est chroniqueuse dans la matinale d'ici Paris. À 6h50, elle présente le coup de pouce et nous racontera de quoi il s'agit. À 18h20, elle présente l'événement d'ici. Je vous ai dit qu'elle est rigoureuse et travailleuse. YouTube, un espace de création et de liberté. Karaoké, humour, TikTok, série en production. C'est avec Shanice que nous sommes aujourd'hui. Bonjour Shanice. Bonjour Soledad, merci pour cette jolie présentation. Je vous promets qu'on va avoir des infos pour tous ceux qui veulent se lancer dans une carrière artistique parce que pour moi, tu représentes l'enthousiasme, le travail, la gentillesse, mais surtout, qu'est-ce que t'es carré. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Pour oser de devenir qui je suis, je pense que chaque jour, j'essaye d'être une meilleure personne que la veille. Tu vois, tu l'as dit, j'ai la discipline. Chaque soir, je me fais un daily planner avec mes objectifs que je veux atteindre, avec heure par heure ce que je vais accomplir le lendemain. Et je me mets mon petit mantra en mode un petit peu une sorte de pub que je pourrais avoir de moi-même et qui me motive à être qui je suis et comment je me vois dans 5 ou 10 ans, tu vois. Et en fait, de faire tout ça, si je le fais pas, je sais que le lendemain, je vais pas être forcément efficace et du coup, je vais culpabiliser de pas être autant efficace. Et en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que chaque jour, ce que je mets en place, chaque jour, définit qui je serai demain. Tu vois, si aujourd'hui, je fais des vocalises, eh bien demain, grâce à ces vocalises que je vais faire, demain, je chanterai mieux. Si aujourd'hui, je m'entraîne 30 minutes à faire de la souplesse, demain, je peux atteindre le grand écart. Chaque jour, chaque moment que je passe à faire des entraînements ou quoi que ce soit, même à être chroniqueuse, à me lever le matin ou quoi que ce soit, me permettent de tracer ma carrière de demain. Et c'est hyper important. Tu viens d'Annecy. Ouais. Raconte-nous quel genre d'enfance tu as eu. Que faisaient tes parents ? Alors, mes parents, donc ma maman, elle travaille pour France Travail, anciennement Pôle emploi. Donc très administratif, etc. Et mon papa est informaticien. Maintenant, il est bientôt à la retraite. Donc, il vit sa meilleure vie dans les Bauges. Donc, tu sais, il y a Annecy et puis à côté, tu as les Bauges, donc la Savoie et la Haute-Savoie. J'ai eu une enfance, je te dirais, incroyable parce qu'en fait, du coup, mes parents ont divorcé à l'âge de 7 ans. À la base, je l'ai vraiment très mal vécu, ce divorce, parce que je m'y attendais pas du tout. J'avais dit à mon père, mais je veux pas que tu divorces de ma mère et tout. Et je l'ai vécu vraiment comme une trahison. Et en fait, quand j'allais chez mon père un week-end sur 2, j'ai créé le Club des 5, donc avec ma sœur, Noémie, qui était une fille qui avait mon âge, Mathilde, sa sœur, et son cousin Jacques. On faisait les 400 coups ensemble. J'ai commencé mes premiers spectacles où on faisait le dîner presque parfait. Donc, on réunissait tous les gens du village. Il y avait 28 habitants, vraiment petit village. 28 habitants. Ah ouais, tout petit village. Tout petit village. Tout le monde se connaissait. Tu vois, il y avait les grands-parents. Enfin, on était les seuls enfants. Et en gros, il y avait la salle d'aïkido, pour tout te dire. Et dans cette salle d'aïkido, c'est là où on préparait les spectacles, etc. Donc, on préparait tout un spectacle de 1 heure, quand même, tu vois. Avec ma sœur et Mathilde, qui étaient à fond et qui étaient au garde à vous. Il fallait faire tout ce qu'il fallait. Avec les balais, on faisait balayer, astiquer, tu vois, vraiment, c'est ça. Et après, on faisait un dîner presque parfait, donc comme l'émission, tu vois. Donc, on invitait tous les adultes. On nettoyait les voitures avant pour récolter des sous pour pouvoir aller faire les courses. Donc, on nettoyait les voitures de tous les adultes du village, on nous donnait 10 balles par-ci par-là, on récoltait à peu près genre 50 €. Ensuite, nos parents nous emmenaient au petit carrefour à côté de chez nous, on faisait les courses et ma sœur et Mathilde cuisinaient, Noémie et moi on servait et Jacques, le pauvre, il faisait la plonge. Vraiment, il était traumatisé, le Jaco. Et vraiment, on a fait plein de choses, tu vois, plein de bêtises. On a dormi sous la tente à l'âge de 7 ans, en pleine rue. Enfin, tu vois. Et quand tu allais chez ta mère, c'était aussi dans un petit village ? Alors, c'était aussi un petit village, mais c'était plus grand parce qu'il y avait 1200 habitants. Mais en fait, c'était complètement différent parce que chez mon papa, c'était genre vraiment la liberté. Tu vois, il y a tellement
personne, qu'on marchait au milieu de la rue et puis personne pouvait venir t'embêter, quoi. Enfin, il y avait aucun souci. Vraiment, j'ai vécu une enfance incroyable parce qu'on allait dans les bois, on jouait à Robin des Bois, on descendait en vélo. J'avais Noémie qui était derrière moi et je faisais des dérapages en vélo dans les champs. Enfin, c'était vraiment une vie de campagnarde, tu vois, complètement différent de ce qu'on peut vivre ici à Paris, tu vois, pour les enfants. Et à Annecy, du coup, avec ma maman, je vivais dans un petit village à côté, en banlieue d'Annecy. Et ça, c'était complètement différent parce que c'était plutôt carré. Genre, à 18h30, tu te douches, 19h, on dîne, 19h30, lecture, 20h, dodo. Enfin, tu vois, c'est très carré. J'ai mon père, je me levais à 9h, je regardais 4 heures la télé, je mangeais 5 kilos de bonbons dans le week-end. Enfin, c'était vraiment deux opposés. Et du coup, j'ai vécu entre la liberté totale et le côté un peu plus carré. Donc, tu vois, j'ai un peu ces deux côtés en moi au quotidien. Mais vraiment, j'ai eu une enfance très joyeuse et j'ai vachement profité, quoi. Et du coup, tu connaissais déjà, inspiré par ce que tu voyais, tu rêvais de quoi? Le chant, la danse, la cuisine? Alors pas la cuisine. Vraiment, j'avais aucun don pour la cuisine. C'était vraiment ma sœur et Mathilde, donc sa copine, qui cuisinait. Moi, je regardais beaucoup Hannah Montana. C'était vraiment genre ma référence avec Disney Channel et tout. Je voulais être Hannah Montana. Quand j'étais petite, tu vois, je pensais qu'il allait avoir le père d'Hannah Montana qui allait sonner chez moi, genre ding dong, qui allait venir me dire ouais, salut, tu veux pas venir chanter donc, avec Hannah Montana? Donc déjà, petite enfant, cette créativité en toi. Complètement. Et cet univers te semblait accessible parce que tu connaissais personne. T'as pas du tout d'artiste dans ta famille. Ah non, pas du tout. J'ai ma cousine qui chantait un petit peu, tu vois, mais qui chante comme on peut voir des filles qui vont des covers sur Internet, tu vois, ce genre de choses. Elle s'appelle Julie Marie. Et elle arrêtait le chant, mais elle faisait plein de chansons et je me disais quand j'étais petite, je veux être comme Julie. Tu vois, donc tu t'envisageais artiste. Ouais, complètement. Déjà enfant, tu t'étais dit ok, je vais devenir une artiste. Ah oui, et je voulais être dans la télé. En gros, tu vois, je me souviens très bien, genre en fait, j'ai eu 2 premières télés toutes petites. Une première télé à l'âge de 6 ans pour France 3 où en fait ils étaient venus à l'école et j'avais joué du violon et on me voyait jouer du violon et j'ai dû regarder peut-être cette petite vidéo mais en boucle parce que pour moi c'était un truc de dingue, quoi. J'étais passée dans la télé et c'était mon rêve d'être dans la télé, tu vois, je voulais être dans la télé. Et à l'âge de 12 ans j'ai fait une émission télé genre un peu comme le Gu Live en France, mais ça s'appelait Neurones en Suisse et donc j'ai fait cette émission. J'avais 12 ans, mais c'est hyper drôle parce que j'ai retrouvé les rushs. Et en fait, à chaque fois qu'il y a le retour caméra et que je me vois, je souris. Tu sais, des fois, je suis comme ça. Et donc, tu vois, parce que je savais pas comment se comporter. J'étais donc, hyper tu rêvais timide. déjà d'un milieu artistique. À aucun moment, tu t'es dit, comme tous les enfants, je vais être vétérinaire ou je vais être maîtresse. Un petit peu, tu vois, parce que on me demandait. Mais en vrai, moi, j'avais envie d'être chanteuse ou d'être actrice. Enfin, en fait, je savais que je voulais être dans la télé. Parce que quand elle dit dans la télé, toi aussi tu croyais que les gens habitaient dans la télé. Oui, c'est ça. Okay. Tu vois, et je pensais vraiment que c'était ça et que j'allais me retrouver dans la télé, mais je savais pas quoi exactement, tu vois. Et quand j'ai fait Neurones, du coup, la RTS, donc c'est la télévision suisse, donc c'est comme genre TF1 mais en France. Enfin, tu vois, c'est un peu l'équivalent. Je suis arrivée dans un truc énorme avec les plateaux, le technicien. Mais comment ils sont venus à toi? Comment t'as atterri sur cette émission? C'est ma belle-mère. Qui s'appelle Catherine, qui est recherchiste, donc c'est genre journaliste, mais en Suisse ils disent recherchiste. Et en fait, il y avait une annonce de casting pour des enfants de 12 ans. Et du coup, elle a dit à mon père, peut-être ça peut intéresser Clarisse, c'est mon vrai prénom, alias Chanise. Et je dis, ouais, grave. Et du coup, j'y suis allée et on a tourné et c'était trop bien. Enfin, tu vois. Et quel genre de petite fille tu étais? J'étais timide. J'étais timide, mais sur le tournage, on le voit, parce que je suis en mode... comme ça, tu vois, toute gênée. Et en fait, c'est grâce... j'étais timide, je pense, jusqu'à mes 14 ans. Mais vraiment timide, à avoir les joues qui deviennent toutes rouges en cours, à pas parler, à être au fond de la classe, à pas oser prendre la parole, tu vois. Et mon père m'a vachement aidé par rapport à ça, parce qu'il me donnait des missions. Petit, il me disait, tiens, je te donne 3 €, tu vas à la boulangerie, c'est toi qui commandes le pain. Ou là, tu vas donner les 3 € au chanteur qui est en train de chanter dans la rue, tu vois. C'était des petits trucs comme ça, mais qui m'ont permis de prendre confiance. Et sinon, après, j'ai commencé les cours de chant à l'âge de 12 ans avec une prof qui s'appelle Sarah Lynn, qui a travaillé avec Grégory Le Marchal à l'époque, tu vois. Mais tout ça à Annecy. Ouais, tout ça à Annecy. Donc en fait, tes parents, ils étaient tout à fait ouverts à cette probable vie artistique. Oui et non, parce que ma mère l'envisageait pas forcément comme un métier, ni mon père. Enfin, tu vois, c'était juste, c'est une passion. Elle aime bien chanter, mais il voyait pas du talent, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, je chantais vraiment faux comme une casserole, tu vois. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Et du coup, je disais pas, elle fera jamais carrière. Elle fera peut-être autre chose. Mais... Donc, tu as pris des cours de chant comme les enfants. Voilà, c'est ça. Petite activité extrascolaire. C'est ça. Tu vois. Et le patinage Le patinage, j'ai commencé à 14 ans, donc tard,
tu vois. Parce qu'avant, je faisais du cirque. J'ai fait du cirque pendant 8 ans en perfectionnement, donc c'était genre limite sport-études. C'était avant le sport-études. Je faisais 3 à 4 heures par semaine. Et du coup, grâce à ça, je sais faire du monocycle, du jonglage, du trapèze, En du fait, tissu. on sent que vraiment, dans ton enfance, tu t'es préparé constamment Ouais. à travailler avec une grande, grande discipline. Oui. Tu parlais d'Anna Montana tout à l'heure. Ouais. Est-ce que, à l'époque, tu avais des rêves? Parce que tu nous racontais tout à l'heure que tu te faisais des to-do list avec des sortes d'affirmations positives. Et cette nouvelle génération, vous parlez beaucoup, beaucoup. Je pense à Petit Tom avec ses bains glacés. Je pense à Stephen Ditterle qu'on va sortir bientôt, qui nous racontait comme il est important voilà, cette pensée positive, ces affirmations, cette visualisation. J'ai l'impression que chez toi, c'est inné. Je ne sais pas si c'est inné, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, j'en lis encore au quotidien, tu vois. Et je pense qu'en fait, de lire des livres de développement personnel et de lire des histoires des autres aussi, tu vois, j'ai lu beaucoup de biographies cet été, j'ai lu Michelle Obama Devenir, tu vois, qui était incroyable comme livre. J'ai lu l'histoire de Céline Dion aussi, sa biographie, sa discipline qu'elle avait. Et en fait, j'ai compris que quand tu veux atteindre le succès, c'est pas en claquant des doigts. Ça n'arrive pas en faisant une story, en apparaissant une fois à la télé. C'est à force de travail. On va te féliciter pour les capacités que tu as, que ce soit en tant que chanteur, en tant que danseur, en tant que peintre, en tant qu'animateur. C'est toutes les compétences que tu peux avoir et c'est quand tu es bon que là, on te félicite pour ton succès. Pas avant. C'est pas en faisant une petite chanson comme ça, oh oui, c'est bien. C'est pas suffisant le bien, il faut que ça soit très bien, voire parfait, même si la perfection n'existe pas. Et du coup, c'est ce que je cherche, c'est toujours à m'améliorer pour devenir une meilleure version de moi-même. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai des compétences en chant, en danse, en comédie, je sais faire du doublage aussi, je sais animer, je sais aussi être journaliste, tu vois. Mais aujourd'hui, je pourrais te dire que je suis très bonne en tant qu'animatrice, chroniqueuse, journaliste. Je suis bonne en chant, moyenne en danse et bonne en comédie. Mais tu vois, j'ai envie d'améliorer la danse pour devenir, en fait, monter tout et arriver à un très bon niveau à tout. Et si tu arrives à un très bon niveau, c'est là où tu décroches des castings, parce que du coup, tu seras bon en casting. C'est là où tu vas pouvoir être bon aussi en tournage. Si tu es bon en casting, tu seras bon en tournage et tu seras efficace et les gens te rappelleront. Donc en fait, comme tu l'as dit, tu traces ton chemin et tu écris ton parcours grâce à la formation que tu suis aussi. Et c'est hyper important de se former. Et encore aujourd'hui, je prends des cours de chant, je prends des cours de danse. J'essaye de lire des interviews. Tu vois, j'ai lu le livre de Laurence Boccolini sur son histoire, son parcours d'animatrice. Et elle raconte dans son livre des choses que moi aussi j'ai vécues par rapport à des phrases sexistes. Tu vois, je me suis dit, putain, je suis pas la seule, pardon, je dis un gros mot, mais je suis pas la seule à avoir vécu ça dans ma vie, tu vois, de jeune journaliste et tout. Et elle a quand même une super grande carrière. Donc, c'est hyper intéressant de s'intéresser à tout ça, quoi. Justement, quel a été le déclic? À quel moment tu dis, OK, je viens à Paris, je monte à Paris et j'entame une carrière artistique et je vais essayer, tenter, ou en tout cas me lancer pour vivre de ma carrière artistique? En gros, moi, du coup, en 2018, je passe mon bac pro, service aux personnes et au territoire. Rien à voir avec ma carrière d'aujourd'hui. Pendant 1 an, je ne sais pas trop ce que je veux faire, donc je travaille, j'ai 4 travails. Je travaille en tant que préparatrice de commandes dans un géant casino, pour tout te dire. J'étais animatrice dans un centre de loisirs, animatrice périscolaire. Donc je travaillais le mercredi en tant que périscolaire. Et périscolaire, l'après-midi, c'est le midi, je surveillais les enfants. Et prof de patinage en tant qu'assistante avec ma prof, tu vois. Donc j'avais 4 travails. Puis je me disais, j'aime pas, enfin c'est pas ce que j'aime et tout. Et puis quand je faisais mon bac pro, ce que j'aimais, c'était l'animation. Pas du tout les soins, vraiment pas. J'ai vécu genre des trucs pas cool, quoi, en EHPAD et tout, même auprès des personnes en situation de handicap, les enfants. Enfin, j'aimais pas le soin, tu vois, changer les couches, pas du tout mon délire. Et j'aimais la musique, tu vois, j'avais cette passion de la musique et la passion de l'animation. Et un jour, je me suis lancée en autoproduction en tant que chanteuse. Le jour où je suis devenue Shanice en 2020, j'ai changé de nom et je me suis appelée Shanice. J'ai sorti des singles et un de mes singles que j'ai autoproduit, je suis allée tourner un clip à ODS Radio, qui est une radio à Annecy, et je rencontre Gilles Corentin, tu vois, et il me parle du studio École de France, donc l'école qui forme tous les animateurs qu'on connaît, Manu, Coué, tu vois, Guillaume, Play, enfin tous les animateurs qu'on entend sur les radios sont tous, pour la plupart, passés au studio École de France. Et du coup, je me dis, attends, c'est génial, on peut vivre de l'animation de radio. Moi aussi, j'ai envie d'être en studio comme lui et de parler dans un micro et de donner de la joie de vivre aux gens. Tu vois, c'est pour ça que je suis là sur Terre, c'est pour transmettre la joie de vivre. Let's go, je vais monter à Paris
et faire ce BTS. Du coup, j'en parle à ma mère et tout, on est en plein Covid. Elle me dit, prouve-moi que c'est une vraie école, prouve-moi que tu vas pouvoir gagner ta vie et tout. Je lui prouve noir sur blanc qu'il y a des gens qui gagnent leur vie et qui peuvent vivre en étant animateur. Et donc, je monte sur Paris. Et alors là, j'arrive sur Paris et en fait, je fais une colocation intergénérationnelle. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas ? Je crois à savoir, intergénérationnel, c'est que tu vis avec une personne plus âgée que C'est toi, ça. c'est ça ? Et alors, en gros, quand moi, je suis arrivée sur Paris, je vivais avec Micheline et Claude. Mais Micheline et Claude, ils avaient genre 95 ans. Ok. Bobo parisien plus. Mais quand je te dis plus, c'est genre la Micheline, elle avait les mains dans le dos comme ça. Et dès que j'arrivais avec un jean à trous, ça allait pas, fallait que j'aille me changer, tu vois. Elle mangeait dans 4 assiettes, mais elle mangeait du Picard. Et il fallait que je sois à 16 heures chez elle, mais je payais 100 € par mois pour loger. Tu vois, et à Boulogne-Billancourt. À Boulogne-Billancourt. Waouh. Tu vois. Okay. Du coup, en gros, moi, j'habitais au premier étage dans sa chambre de bonne, un petit peu de ces genre les petites chambres et tout, qui faisait 12 mètres carrés. J'avais ma cuisine, ma salle de bain et mes toilettes, et un lit, plus un dressing. Et elle habitait au 7e dans un très, très grand Mais loft. c'est un super plan, là, pour les jeunes. Bah oui. Mais tous ceux qui veulent venir à Paris et qui disent qu'on a des problèmes de logement, c'est quoi ? Il y a un site qui existe ? Ouais, ça s'appelle Ensemble de Génération, mais c'est pas celui que je conseille parce que, en fait... Aujourd'hui, je fais encore une colocation intergénérationnelle, mais pas avec Micheline et Claude, avec François. Et je suis passée par Colibri, qui est un super site qui met en relation des gens qui ont des points communs. Et en fait, avec François, qui est plus jeune, du coup, il a 65 ans, on avait en point commun le théâtre, le cinéma, le sport, le piano. Ça fait 3 ans que je vis chez François. Donc là, vraiment, je vis chez lui. Je vis dans 120 mètres carrés. Je paye 450 €. J'ai une terrasse, ma chambre, ma salle de bain, mes toilettes et une place de parking pour 450 €. Et ce qui est trop bien, c'est que François m'a appris à jouer au piano. On fait des ping-pong ensemble, on rigole. Enfin, vraiment, on passe du bon temps ensemble, tu vois. Enfin, c'est vraiment génial. Mais pour revenir du coup à Micheline et Claude, donc j'arrive à Paris, je vis chez eux pendant 1 an. Ça se passe bien. Puis tu vois, c'est le bon plan pour mes parents parce que c'était eux qui payaient. Je travaillais pas à l'époque. J'intègre le Studec, donc c'est Studio École de France, mais en raccourci, c'est le Studec. Et... le Studec, qui est quand même une des meilleures écoles. C'est ça, qui a fermé meilleure école d'animateur radio, qui a fermé en 2022, enfin 2022-2023, qui a réouvert avec Jean-Philippe Denac, qui a repris l'école récemment, et qui est une très bonne école et tout. Et en gros, moi, j'intègre cette école. Au bout de 6 mois, Nickelodeon me contacte et me demande de passer un casting pour faire un film avec Baby Shark. Et on me demande, est-ce que tu sais faire du prompteur ? Et moi, je me dis, j'en ai jamais fait de ma vie. Bien sûr. Enfin, tu vois, j'en fais tous les jours à l'école, bien sûr, je sais faire. J'arrive à Neuilly, donc derrière M6, tu vois, donc t'as M6 et Fun Radio. Derrière, t'as les locaux de Nickelodeon. J'arrive, je passe le casting. Et là, on me dit, on te rappelle dans 2-3 jours et tout. Je suis prise. 3 semaines après, je tourne le film. Donc, je suis sur un fond vert. On me dit, là, t'as Baby Shark. Tu parles à Baby Shark. Et moi, je fais, salut Baby Shark, comment ça va ? Et après, tu vois, Baby Shark me répondait. Et 3 mois plus tard, dans tous les CGR de France, j'étais au cinéma avec Baby Shark qui me répondait et tout. Et moi, tu sais, c'était un truc de dingue. Enfin, je fais un casting comme ça, aléatoire, en disant que je sais faire du prompteur. Et je me retrouve avec Baby Shark. Enfin, je me suis dit, mais c'est Conclusion, il faut se lancer. C'est ce que j'aime chez toi, Shanice, c'est que tu es toujours partante pour tout. Il faut. La petite anecdote de notre rencontre dans le cadre d'un coaching où j'étais pressée et tu as dit, OK, alors on fait le coaching dans le hammam et tu es descendue avec le hammam. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai les bains du Marais. Les bains du Marais. Et quand je suis trop pressée, je fais des coachings en maillot de bain, voire nu. Oui. Ça nous a mis très à l'aise, ce Léon. Et c'est ce que j'aime chez toi. Mais tu es allée trop vite. Pourquoi ? Comment Clarisse décide de devenir Shanice ? C'est pas rien. Comment tu t'es créé ce personnage ? En gros, du coup, j'étais Clarisse. Je suis toujours Clarisse, parce que tu vois, à la radio, je suis Clarisse sur ici Paris-Île-de-France, ex-France Bleu. En gros, en 2017, je me fais harceler au lycée, mais un harcèlement qui est très dur et très grave, entre guillemets, parce que je suis obligée d'arrêter le lycée 15 jours avant de passer le bac, parce qu'on me menace de mort. On me dit, ça serait cool que tu te jettes du haut du 3e étage et qu'il t'arrive quelque chose. Tu vois, ce genre de phrase. On me prend par le col. J'ouvre une parenthèse parce que nous avons reçu Miel, qui a créé l'application Link. D'ailleurs, tu vas venir avec moi à sa soirée. Trop bien. De lancement pour lutter contre le harcèlement. Contre le harcèlement, pour la santé mentale. Ce qui est intéressant, c'est que nous recevons quasiment, je sais pas,
50% des artistes ont subi de l'harcèlement, que Oui. ce soit Christophe Beaugrand, que ce soit Jordan Deluxe, que ce soit Miel. Il y a tant d'artistes. Alors, est-ce que, et c'est ce que je voudrais que les jeunes entendent, c'est que lorsqu'on subit de l'harcèlement, c'est parce qu'on est singulier. Oui. On a ce petit truc en plus. Je Toi, pense si que... t'allais très loin, Ouais. Bah, je pense que c'est parce que aussi, enfin, tu vois, donc moi j'étais dans un lycée professionnel agricole. Donc, tu vois, déjà, je sortais un peu du lot dans le sens où, en gros, moi, en troisième, j'ai pas suffisamment travaillé à l'école. J'avais genre 9 de moyenne. J'étais vraiment la pestouille, tu vois, en cours. Je m'asseyais pas comme il faut, je m'asseyais comme ça. Le prof me disait, assieds-toi comme il faut. Et moi, je faisais, non, mais je m'en fous. Enfin, tu sais, vraiment, j'étais. Enfin, je faisais ma crise d'ado au collège, mais pas avec mes parents, tu vois. Et du coup, bah, j'ai pas pu passer en bac général. Et on m'a dit, bah, ma mère m'a dit, bah, là, faut que tu trouves une formation. Tu vas faire un bac pro, t'as envie de faire quoi? Je dis, bon, j'en sais rien. C'est ma mère qui a choisi. Elle m'a dit, bah, tu vas faire service à la personne, t'es bien t'occuper des gens, ça ira très bien. Je rentre dans ce bac pro. Comme je te disais, tu vois, j'ai vécu des choses, enfin, pas très cool, tu vois, dans le sens où on m'a fait faire des toilettes de personnes âgées à l'âge de 14 ans. Donc, pas nettoyer les toilettes, hein, nettoyer le corps de personnes âgées, mais de très vieilles personnes, mais toutes seules, tu vois. On m'a montré des escarres. Je sais pas si les gens savent ce que c'est, mais c'est des blessures. Les personnes âgées sont alitées, en fait, le frottement de la peau contre le drap, ça fait des trous, ça fait des plaies, et ça va jusqu'au pus, c'est horrible, l'odeur, enfin, c'est vraiment terrible. Et ça, j'ai vu ça à l'âge de 14 ans, tu vois. Et c'était pas du tout simple en fait de voir tout ça. Plus bah, on me disait bah, tu sais, on disait même pas tu vas faire Madame Durand, Madame Dupuis, machin. On me disait tu fais chambre 10, 12, 13, 14, 15, t'as 30 minutes, on se rejoint après pour la réunion. Et j'avais 14 ans. Et un jour, il a failli arriver un accident. C'est que, en gros, donc je fais un transfert. Donc, un transfert, c'est quand tu prends une personne âgée, tu la déplaces de son fauteuil roulant ou du lit. Enfin, tu vois, tu la déplaces d'un endroit à un autre. Et je devais la transférer donc de son fauteuil roulant au lit. Et en fait, la personne âgée, elle glisse avec sa pantoufle. Et en fait, elle manque de tomber. Et en fait, pour pas tomber, moi, je mets mon genou. Et en fait, la personne âgée s'assoit sur mon genou. Mais donc, en gros, j'étais limite en fente, tu vois, mais à genoux. Et j'avais la personne âgée dans les bras. Et il fallait que je fasse le transfert. Et j'appelle ma supérieure. Je dis, il faut que tu viennes m'aider. Là, je suis toute seule. Je vais tomber avec la personne âgée. Elle me dit, j'ai pas le temps. Et elle raccroche. Et moi, je me retrouve toute seule avec la personne âgée, tu vois, qui est en panique. Normal, elle va tomber. Puis elles ont très peur de tomber, les personnes, tu vois. Comme ça, et je dis, on respire. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas, vous me faites confiance et tout. Tu vois, vraiment, je me suis moi-même surpris à 14 ans d'avoir une telle maturité. Je dis, vous allez pousser sur vos jambes, vous allez vous remettre debout, on va s'asseoir, tout va bien se passer. Tu vois, je l'ai rassurée, on a pris le temps, elle s'est levée, elle s'est assise et tout s'est bien passé. Heureusement, mais ça aurait pu être bien plus grave, tu vois. Et du coup, bah, j'ai vécu ce genre de choses. Enfin, c'était pas du tout facile. Même faire des toilettes de personnes âgées d'hommes, quand t'as jamais vu de sexe masculin, tu vois, à 14 ans, j'en avais encore jamais vu. Et puis un vieux, enfin, c'est pas pareil. Genre, à 95 ans, on n'est pas dans le même état. Hein. Donc, franchement, non, c'était pas trop facile. Et du coup, bah, je fais ce bac pro que j'aime pas forcément, mais qui m'apprend quand même des compétences, tu vois, le langage non verbal, pouvoir parler avec tout type de personnes qui m'a servi après dans ma carrière de journaliste. Puis, bah, je suis avec une classe de filles, et en fait, pendant 3 ans, j'ai la même classe. Et en fait, ces filles, bah, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont relativement aisés, donc de faire du patinage, comme tu as dit, qui est un sport quand même qui coûte cher, il faut le dire. Je faisais des compétitions. Donc, les compétitions, ça veut dire tous les week-ends où très régulièrement, tu es en compète, il faut payer les tenues. Les tuniques, ça peut coûter des fois 250 à 500 euros, la tunique. Les patins, tu vois, enfin tout ça. Et ça montrait que j'avais un peu d'argent et ça posait des fois un peu problème. Plus, j'avais déjà ces ambitions, tu vois, ces rêves de devenir chanteuse, tu vois, de rencontrer des stars, etc. Et je savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois, à ce moment-là. Et ça dérangeait vachement. Et en fait, elles ont commencé à m'harceler. Et puis après, j'avais une fille qui est devenue fan de moi, je mets des gros guillemets, fan de moi sur les réseaux. Et ça, en fait, elle a scrollé toutes mes copines et elle s'est abonnée au compte de ces filles. Et ça a vachement dérangé. Et en fait, c'est à cause de ce compte fan qu'elles m'ont harcelé davantage. Et en fait, moi, j'allais même plus les voir, tu vois, je m'écartais du groupe et les filles venaient. Et je te dis, elles étaient méchantes, elles m'insultaient, elles me dénigraient. Tu avais quel âge? J'avais 16-17 ans, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, j'ai arrêté le lycée. Et ce qui a été décidé, c'est que les filles ne devaient pas s'approcher de moi au moment où je passe le bac. Et du coup, c'est arrivé. Et le dernier jour, la dernière épreuve du bac, elles sont venues. Et elles m'ont mis un coup de pression. Tu vois, elles m'ont dit, on va te faire du mal, etc. Et ça m'avait stressée un peu, tu vois. Et après, je m'étais dit... Que ça m'a forgé aussi. Ça t'a forgé, mais ça t'a...
Tu m'avais raconté, il me semble, que ça a chamboulé pas mal de comportements chez toi. Oui, complètement. Mais tu vois, je reviendrai après sur d'autres sujets. Mais en gros, ça m'a changé. Et ce qui m'a fait, et ce que je me suis dit, c'est que le jour où je me remettrai sur les réseaux sociaux, je m'appellerai plus Clarisse. Et c'est comme ça que je suis devenue Shanice. Tu as souhaité changer ton identité comme je me suis un dit, reset, une nouvelle personne. C'est ça. Et en fait, le jour où je suis devenue Shanice, ma vie est devenue incroyable. Tu vois, je suis devenue Shanice, j'ai sorti des singles, du coup, toute seule en autoproduction. J'ai tourné un clip à ODS Radio. En fait, en devenant Shanice, tu vois, c'est un peu comme Lady Gaga. Elle s'appelle pas vraiment Lady Gaga, mais elle a une force de caractère. En fait, quand je suis Shanice, c'est un peu comme si j'avais une super cape, j'étais une super héros. Tu peux me critiquer, tu peux m'insulter, je m'en fous. Franchement, t'insultes Shanice, je m'en fous. T'insultes Clarisse, ça va me faire un peu plus de mal. Parce que c'est Clarisse qui vient d'Annecy, Clarisse qui a grandi, Clarisse qui a vécu du harcèlement, qui a fait du patinage. Mais t'insultes Shanice, en fait, Shanice, c'est un personnage que j'ai créé, qui est devenu au final moi. En fait, tu vois, avant, je n'osais pas porter forcément des couleurs. Bon, là, je porte pas beaucoup de couleurs. Mais habituellement, toi-même, tu sais, je porte beaucoup de couleurs, des vestes à strass, etc. Et en fait, je suis devenue la personne que... Comme si un peu j'avais fait mon coming out, mais de personnalité, tu vois. Genre, je suis devenue vraiment la personne que je rêvais d'être. Et ça, c'était... trop génial, tu vois, de pouvoir développer ça. Moi, ce que j'aime quand je t'écoute et je te fréquente, et c'est ce qui me séduit chez toi, c'est cette capacité à produire. C'est-à-dire que, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent. Souvent on me dit, j'ai envie de passer des castings, mais j'ai pas le réseau, je sais pas comment faire, repérez-moi, regardez ma photo. Mais en fait, tu incarnes pour moi l'artiste 2025. C'est-à-dire que tu produis absolument tout, que ça soit ta chaîne YouTube, que ça soit tes musiques, ton style. Chaque fois que tu lances un projet, tu l'imagines et tu le produis. Raconte-nous, pour tous ceux qui veulent soit lancer une série télé, lancer une chaîne YouTube, comment tu fais ? Parce qu'en plus se pose la question budgétaire. C'est-à-dire, parce que je te connais un peu, je sais que tu ne travailles pas comme caissière, ou tu arrives à vivre de ton métier et en vivre bien. Alors, je suis pas riche non plus. Tu vois, faut remettre les choses dans son contexte. C'est que les gens pensent que quand tu es journaliste ou animateur radio, tu gagnes 5 000, 10 000 euros. Pas du tout. Quand tu commences ta carrière, tu vois, pour tout te dire, sur 20 minutes, c'est un média sur lequel j'ai travaillé, je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Combien tu gagnais la pige ? Attends, non mais je sais même pas si je peux le dire, mais je vais le dire. En gros, donc sur 20 minutes, j'étais animatrice sur le terrain. J'animais Région en Fête et les duplex de Shanice. Donc Région en Fête, j'avais une émission par semaine de 26 minutes et 5 émissions de 2 minutes 30 par semaine. Donc ça faisait 20 capsules de 2 minutes 30 et 4 émissions de 26 minutes. J'étais payée 400 € le mois. Le mois. Pour tout ça. Tu vois, c'était rien, 400 €. Aujourd'hui, ça serait genre une chronique, une vidéo pour une marque, tu vois, que je pourrais faire. Donc c'est que dalle. Donc ça revient toujours à la même chose. Ces métiers sont des métiers de passion. C'est ça. Et qu'il faut travailler des années et des années pour afin en vivre. De créer sa propre touche, marque et en vivre. C'est ça. Par rapport à ce que tu disais, tu vois, de comment je fais pour imaginer et créer. Alors du coup, la chaîne YouTube, j'ai Marc Postel-Vinet qui est devenu mon producteur. Donc, il y a un podcast, un épisode avec lui, écoutez-le. Voilà, écoutez-le, Marc, que j'embrasse et que j'adore. Et c'est grâce à toi aussi que j'ai pu le rencontrer. Alors merci beaucoup, tu vois. Et en fait, je vais te dire, c'est dans mes rêves. En fait, la nuit... Je crois la nuit, mais je rêve, mes rêves sont dingues. Enfin, tu vois, en fait, en gros, chaque projet, tu vois, la chanson que je peux avoir, la chaîne YouTube, une vidéo que je vais sortir, une story, un Reels, toutes les choses que je vais mettre en place, je les rêvais et je l'ai déjà en tête avant même de le tourner. C'est-à-dire que je pars en tournage. Par exemple, tu vois, demain, je lance une émission que je vais faire, une émission de karaoké. Avant même qu'on commence, j'ai toujours pas commencé à tourner, je sais exactement comment va être le montage final. Je sais exactement ce que je veux en tête. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Marc qui m'accompagne, donc qui a des équipes. Tu vois, j'ai une chef de projet qui travaille avec moi. J'ai un caméraman, j'ai Adrien, Elias, tu vois, Marc, Aurélie aussi. Et en fait, du coup, toutes ces personnes, je vais leur dire, en fait, j'ai ça, je veux comme ça, non, je veux pas comme ça. Et en fait, je sais exactement ce que je veux. Et du coup, c'est clair. Et les gens
ils vont me suivre dans ce que Mais je ça veux. veut dire que tu travailles comme une chef d'entreprise parce que Un ces petit peu. gens que tu prends comme équipe avec Ouais. toi, tu les rémunères avec un C'est producteur, Marc, du coup, avec qui... Marc, Voilà, etc. Mais tu es coproductrice Oui, aussi. c'est ça. Donc en fait, tes sous, tu les réinjectes toujours Totalement. dans tes projets. Je les réinjecte pour mes projets, je les réinjecte pour ma formation. Tout ce que je gagne aujourd'hui, c'est pour m'améliorer. Tu vois, genre, mon salaire que je vais gagner, ça va être pour prendre des cours de chant, pour prendre des cours de danse, tu vois. Et pas forcément, je pars pas souvent en vacances, même très rarement, ou quand je pars en vacances, c'est pour aller chez mes parents à Annecy, pour voir ma famille, tu vois. Et là, cet été, je suis partie en Ardèche, mais parce que du coup, je suis partie avec Fanny. Mais enfin, tu vois, sinon, je pars très rarement en vacances. Parce Qui est que Fanny? Fanny Delègue de la Star Academy, pardon. Je dis Fanny comme ça, comme si tout le monde, enfin, c'était logique, mais en vrai, voilà. Du coup, tu vois, je suis partie avec Qui elle. est une amie? Ouais, que j'adore. Et j'ai passé un super moment. C'était mes premières vacances. La Star Academy qui reste un rêve pour toi. Bah oui, parce que tu vois, quand tu vois cette émission, ça te fait rêver. Quand tu vois, ils ont mon âge. Tu vois, et je me dis, ils chantent à l'Élysée, ils font des tournées des Zéniths, ils chantent à Bercy, ça fait rêver, tu vois. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, On va lancer personne- un appel à notre chère Voilà. directrice de casting Tu vois. qu'on connaît, Madame Collin. voilà, on peut pas dire qu'on peut pas rêver de faire la Star Academy, tu vois. Même les profs, tu vois, je pense, genre Fanny, Sophia, je suis sûre, si elles avaient été plus jeunes, elles auraient rêvé d'être élèves aussi, parce que ça fait rêver. Tu vois, tu chantes en prime time sur TF1. T'intègres un château avec que des gens de ton âge, tu chantes, t'apprends à danser, t'apprends à jouer la comédie, tu rencontres des guests qui viennent faire des masterclass, tu chantes en duo. Ce qui est intéressant quand on t'entend, c'est que d'un côté, tu es journaliste, Oui. comédienne et chanteuse. Est-ce qu'en 2025, une artiste peut être considérée lorsqu'elle est capable d'avoir... Pluridisciplinaire. Je pense que, je vais te dire la vérité, je pense que c'est dur. Aujourd'hui encore, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas que je sois que journaliste, que animatrice? Parce que du coup, les gens aujourd'hui, tu vois, ils n'arrivent pas à me mettre dans une case et ça peut poser aussi des problèmes, tu vois. Et c'est pourquoi, un temps, plus personne ne savait que je chantais. Enfin, tu vois, sur les réseaux, pendant 2-3 ans, plus personne ne savait que je chantais. Après, je ne chantais pas moi non plus. Enfin, tu vois, pendant 2-3 ans, je n'ai pas chanté parce que j'avais pas forcément l'envie ou quoi que ce soit. Et après, l'envie est revenue et j'ai rechanté, etc. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Mais je pense qu'on peut tout être. Tu vois, je discutais avec Saveria juste avant qu'on vienne. Et on disait... Saveria qui est chef de projet aussi et qui travaille avec Gloria et Nathan des Kids United, ex des Kids United. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que tu as su te créer une équipe. Oui. Et ça, c'est important. Parce que quand tu es montée à Paris, j'étais toute solo, seule, sans connaître personne, solo. à part cette formation, c'est pas Ouais, rien, oui. de commencer par quelque chose. Et C'est ça. pour les gens qui nous entendent, combien de fois je vais le répéter, il est fondamental, essentiel, de déterminer qui on est, de faire ce travail, cette ligne de vie, et de savoir identifier ton objectif et puis de savoir quelles sont tes ressources, tes défauts aussi. C'est ça. Et toute cette partie d'harcèlement, ça t'a fait te découvrir aussi complètement et te transformer, parce que c'est comme ça que Shanice a été créée. Donc tous les obstacles, toutes les trahisons, les douleurs, si vous vous écoutez, vous pouvez le transformer. Mais en tout cas, une fois qu'on a cet objectif, c'est la formation. Complètement. Et ensuite, dans ces actions, tu t'es créé une super équipe, parce que là, aujourd'hui, tu es ultra bien entourée. Complètement. Enfin, tu vois, au début, je suis arrivée, j'étais toute seule. Je pense que, comme tu le dis, c'est l'équipe, mais c'est aussi le carnet d'adresses. Tu vois, chaque jour, moi, du coup, j'ai eu la chance avec France Bleu, qui est devenue ici par Île-de-France, mais à l'époque, c'était France Bleu, j'étais encore baladeuse. Tu vois, donc baladeuse, c'est animatrice sur le terrain. J'ai eu la chance de faire le tour d'Île-de-France, donc de me faire un carnet d'adresses dans 45 villes d'Île-de-France, donc connaître les maires de chaque ville, connaître les directrices des offices de tourisme, de toutes les activités. Tu vois, château de Vaux-le-Vicomte, château de Fontainebleau, château de Ferrières-en-Brie, Parrot-World, enfin... Je pourrais t'en citer plein, tu vois, mais du coup, j'ai un carnet d'adresses énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux conseiller aux gens, c'est les stages, le carnet d'adresses, d'avoir des bonnes relations, d'être professionnel, d'arriver à l'heure, de respecter, d'être souriant. Tu vois, entre une personne qui arrive et « Oh, super, oui, on va travailler », ou une personne qui arrive et qui a le smile et qui est content d'être là, ça change tout. Et je pense que c'est ta façon d'être, de te comporter aussi, qui fait les opportunités que tu peux avoir aussi par la suite. Et ça, c'est naturel chez toi?
Bah oui, après je te dis pas, il y a forcément des jours où tu vois, des fois je vais être un peu plus fatiguée. Mais une fois, tu vois, avant de partir sur Paris, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Sidonie, qui était une ancienne mannequin, qui a vécu toute sa carrière à Paris et puis qui a redéménagé plus tard à Annecy. Puis elle est maintenant, elle fait des maquillages pour les gens et elle m'avait maquillée juste avant que je parte sur Paris. Elle m'a dit, bah voilà, si jamais un jour tu passes à la télé, il faudrait que tu te fasses ce maquillage, etc. Puis elle m'a donné un conseil, elle m'a dit, à chaque fois que tu arriveras au travail ou sur un tournage ou quoi que ce soit, tu prends tous tes problèmes, tu les laisses dehors. Quand tu arrives, tu as le smile et les gens s'en foutent en fait de tes problèmes. Et c'est vrai, tu vois, si tu arrives sur un tournage, que tu es en mode « Ah, je suis désolée, je viens de louper mon métro, j'ai perdu mon sac, on m'a volé mon truc » et que tu en parles tout le long, ça embête tout le monde. T'arrives, t'as le sourire, t'as la banane. Ok, on fait quoi? Ok, il faut que je dise quoi? Ok, et c'est quel invité? Ok, pas de souci. Et t'es là et que tu fais le job, bah t'es sûr qu'on te rappelle. Alors que si t'es là et que tu partages tes problèmes, bah ciao, bonsoir en fait. Enfin, tout le monde a ses problèmes, on n'a pas envie d'avoir des problèmes des autres. Donc, On va parler de tes chroniques. ouais. 6h50 du matin. Et 8h20. Et 8h20. Tu Ouais. t'es réveillée à quelle heure ce matin? 4h. 4h. Mais je me suis couchée à 23h. Purée. Non, Elle est habituellement, belle et fraîche. habituellement, je me couche beaucoup plus tôt, mais hier soir, on avait la soirée de rentrée ici Paris-Île-de-France, au village de la gastronomie, sur le parvis de la Tour Eiffel. Du coup, c'est pour ça que je me suis couchée tard. Mais habituellement, je me couche à 20h30. Tu vois, donc 20h30. Tous les soirs, 20h30. Tous les soirs, même le samedi et le dimanche. On va parler hygiène de vie, Oui. discipline. Est-ce que tu bois de l'alcool? Non, Est-ce que tu clopes? non, Est-ce que tu te drogues? non, Est-ce que tu fais du sport? oui. Alors, en gros, tu vois, moi, je me lève à 4h. Des fois 4h. En fait, ça dépend. Parce que souvent, lundi, mardi, c'est 4h. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est 4h55. Comme ça, je gagne un peu de temps de sommeil. Lundi, mardi, 4h, parce que souvent, je fais des étirements et ça me réveille. Tu vois, j'aime bien commencer ma journée par des petits étirements et tout. 4h55, quand je me réveille à 4h55, je fais 5 minutes de gainage. Comme ça, j'arrive, je suis petit gainage, tu vois, je suis gainée et tout. Ensuite, je me prépare, je me mets juste du mascara, parce qu'en fait, je sais pas mettre du mascara, mais j'ai l'impression que je suis pas la seule. Hein. J'en ai toujours au-dessus ou en dessous, donc j'ai pas de démaquillant quand j'arrive après à la radio, donc je me mets mon mascara chez moi, je pars en scooter, j'habite à 10 minutes en scooter, tu vois, de Radio France, donc je roule, j'arrive, donc la première chose que je fais quand j'arrive, c'est que je mets le logiciel identifiant sur l'ordinateur, et après, on a un logiciel qui s'appelle Zenon. Et en fait, la veille, j'ai déjà préparé mes sons de mes interviews qu'il faut que je mette dans le logiciel. Sauf que je ne peux pas le faire la veille parce qu'il n'y a pas encore la conduite, donc le conducteur. Ça, c'est très précis, c'est des trucs de radio. Donc, il faut que je le fasse le matin même. Et ça prend un peu de temps, donc il faut que j'arrive en avance. Donc, j'arrive, je mets tous mes extraits dans la conduite. Et ensuite, je pars en loge. Là, je me maquille moi et je me coiffe moi. Je m'habille aussi si je ne me suis pas habillée parce que, tu sais, des fois, il pleut à Paris. Donc, pour ne pas être trempée avec mes habits. Tu vois, là, c'est ma tenue que j'avais ce matin. Et du coup, je m'habille, je me coiffe, etc. Et je fais mes vocalises de chant en même temps. Alors, pas mes vocalises parce qu'en gros, j'ai eu plusieurs profs de chant au cours de ma formation. Je fais pas les vocalises que je fais avec mon prof Bichente parce qu'en fait, j'ai pas un enregistrement où il y a juste le piano. J'ai que des enregistrements où il y a ma voix et lui. Du coup, c'est trop long. Et j'ai un enregistrement de Géraldine Alouche, qui est une grande coach vocale qui travaille aussi pour The Voice. Et qui a une école, le Studio voilà, Perret. c'est ça. Et du coup, tu vois, elle fait sur bio. Et après, elle fait tching. Et ça fait bio, 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 bio. Et du coup, je me chauffe la voix. Et donc, je fais ça tous les matins. Et ça m'évite d'avoir une patate dans la bouche parce qu'à 6h50, t'imagines bien que tu parles pas comme là maintenant à midi ou à 13h. Enfin, tu vois, t'es fatigué, quoi. Et puis, tu peux, tu vois, tu sors la veille ou quoi que ce soit comme hier, compliqué d'articuler. Donc, il faut réveiller tout ton masque, ta langue, tu vois, et même tes cordes vocales, et pas arriver direct à parler comme ça. Donc, en même temps que je me coiffe et que je me maquille, je fais les vocalises. Et ensuite, je pars en studio, je mets des ears. C'était ma plus grande fierté d'avoir des ears. Je rêvais d'avoir des ears comme les chanteuses, tu vois. Donc, c'est les petites oreillettes qu'on met mais qui ne se voient pas à la télé. Et après, je vois le technicien, je dis bonjour. Je trouve que c'est hyper important, mais des fois, on ne le souligne pas, de dire bonjour. En fait, tu vois, tu croises la femme de ménage, tu dis bonjour à la femme de ménage. Tu croises le standardiste, tu dis bonjour au standardiste. Tu croises le technicien. J'avoue, il y a tellement de techniciens que j'arrive pas forcément à tous les reconnaître, surtout qu'avant, j'étais sur le terrain, donc j'entendais que leur voix. Tu vois, donc j'imaginais pas du tout. La plupart des techniciens, je les imaginais pas comme ça. Et je leur dis, mais toi, t'es qui? Ils me disent, c'est Fred ou c'est Paloma. Et moi, je suis, oh,
Je dis, mais tu ressembles à ça. Je dis, mais dans ma tête, t'étais pas du tout. Enfin, tu vois, c'est comme à la radio. Des fois, t'écoutes la radio, t'imagines pas du tout l'animateur comme ça. Tu l'imagines blond, beau. En fait, il est vieux, chauve. Enfin, tu vois. Donc, des fois, t'es hyper étonné. Tu es beaucoup dans l'humain, constamment dans Ouais. l'humain. Bah, dans l'humain et dans le respect. Bah, c'est hyper important. Et dans ce tissage de liens. Ouais. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique, Oui. de journaliste, de chroniqueur, de faire de la radio, de la télévision, est-ce que la formation est indispensable ? En vrai, je pense que oui et non. Pourquoi ? Parce que, en gros, moi, au Studio École de France, ce que j'ai appris, c'est absolument pas ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai appris, c'est de faire du flux sur énergie. Tu vois, j'ai appris. Merci de nous avoir choisi, allez tout de suite sur énergie, nanana, David Guetta, peut-être. J'ai appris à faire ça, à faire de l'autoréalisation. Donc, c'est-à-dire, tu gères ta console et parce que là, aujourd'hui, je le fais plus. J'ai un technicien, tu vois, qui gère la console. Donc, j'ai appris à faire ça, ce que je ne fais absolument pas. Tout ce que j'ai appris. Mais là, ce que tu nous as raconté, c'est très technique. Ah aussi, oui. Préparer la voix, etc. Ah bah complètement. Mais les sons, pardon. Ouais, ça non. Tout ça, j'ai appris toute seule sur le terrain. Sur le tas. Ouais. En gros, quand je me suis fait recruter à RCI Martinique, j'ai fait un stage là-bas. Après, j'ai fait chez RFM, ça j'étais au Standard. En fait, tu vois, et après France Bleu. T'as toujours commencé par des petits jobs le bas de stage. l'échelle. Ouais, le bas de l'échelle. Donc en fait, il n'y a pas de casting, il n'y a pas d'audition. Non, pas du tout. C'est quoi ? Faut rentrer dans. Il faut mettre un pied dans la maison. Faut rentrer dans la maison. Ouais, tu mets un pied dans la maison. Et tu vois, France Bleu, j'ai commencé au Standard. J'ai fait 3 mois de Standard. Et je me souviens très bien, mon directeur arrive un jour et dit « Qui est Clarisse Delezève ?» Et moi, je fais « Et tu sais, je me cache derrière l'ordi en mode « C'est pas moi !» Tu vois, vraiment, c'est pas moi. Et il dit « Qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'es au Standard ? T'as une carrière... » Enfin, tu vois, j'avais fait Nickelodeon, RCI. Enfin, tu vois, j'avais déjà fait 20 minutes télé et tout. J'avais fait plein de choses. Et il me dit, tu devrais être au micro, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour d'Île-de-France après. Mais comment il a pensé ? En fait, il a vu mon CV. Il n'avait pas vu mon CV, enfin il l'a eu genre 3 mois après, et du coup j'ai fait un essai, j'ai fait une maquette, et après du coup il m'a mis... C'est ça qui est intéressant et que j'aimerais que tous nos auditeurs, 1, 2, 3, c'est ça qui est intéressant et que j'aimerais que tous nos auditeurs écoutent. C'est vraiment intéressant d'avoir son objectif en tête et de se dire, ok, je veux rentrer dans cette radio, peu importe comment. Je commence par le Standard. C'est ça. Et c'est tellement, tellement intelligent, intéressant, parce qu'il faut écouter l'orgueil. C'est ça. Il faut laisser de côté l'orgueil, cet ego qui... il n'y a pas un chemin qui ne se passe pas par ces toutes petites étapes à entamer. Et puis surtout, le Standard, moi, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris déjà à connaître à qui on s'adresse. Parce que quand tu es au Standard, tu as directement les auditeurs au téléphone. Tu vois, je me souviens à 4h55, donc Standard, je commençais très tôt aussi. J'avais la petite Danielle, une petite mamie, je sais pas, 85 ans, qui appelait. Elle voulait pas passer à l'antenne, hein. Juste elle voulait dire bonjour. Elle appelait pour dire bonjour, pour savoir comment ça allait. Tous les matins, Daniel nous appelle. T'as des autres auditeurs, tu vois, t'as Jean-Pierre de Malakoff. Enfin, tu vois, t'en as plein comme ça, des auditeurs hyper fidèles qui appellent parce qu'ils veulent jouer ou ils veulent prendre juste de tes nouvelles. Et tu vois. Il y a eu un moment, Shanice, où dans ta carrière, tu t'es dit. Du coup, moi, je trouve que le Standard, c'est hyper important, tu vois, de passer par cette étape parce que ça m'a permis, en fait, d'apprendre de la radio, de me nourrir du format France Bleu, parce que le format France Bleu, c'est un format très particulier, et de savoir à qui je m'adresse, tu vois, à la petite Danielle, à Jean-Pierre de Malakoff. Et du coup, quand je suis arrivée sur le terrain, parce que du coup, j'ai commencé en tant que baladeuse, donc animatrice sur le terrain, je savais à qui je m'adressais. Tu vois, je savais que je m'adressais pas à Chloé, 25 ans, je m'adressais à Micheline, peut-être 70 ans, mais ça me plaisait de m'adresser à ces personnes et de me dire que peut-être dans une journée, je vais pouvoir lui donner le sourire, tu vois, par le biais de mes interventions. Et à chaque fois que je prenais le micro, je trouvais un petit truc pour lui donner le sourire. Tu vois, si j'étais au bord de l'eau, je faisais tchic, 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 au bord de l'eau. Quand on t'écoute précisément, on entend ton intelligence féline et intelligence intuitive de cette communication et cette observation. C'est-à-dire que, tu sais, ma devise, c'est enquêter, rechercher, comprendre. Oui. Dans ton travail, j'ai l'impression que tu as fait étape par étape un travail d'observation et que tu t'es imbibé en observant et que tu t'es même formé toi-même. C'est les complètement castings ça. qu'on a passé, des castings et des castings. Quel est ton plus beau souvenir de casting ?
Mon plus beau, bah, je te dirais Nickelodeon, parce que c'était mon premier casting, ils étaient improbables, tu vois. Et puis même moi, je me suis surprise à passer le casting de Nickelodeon, à faire le prompteur et genre, gérer le prompteur, tu vois, parce que sur le papier, j'avais jamais fait ça et c'est pas facile, hein, c'est un vrai exercice, le prompteur, tu vois, parce qu'il faut un peu jouer la comédie, tu vois. Surtout là, on me demandait de faire un Alors, Baby Shark, non mais t'es sûre que ça va? Franchement, mais je suis trop contente, tu vois, et de jouer comme ça et que Baby Shark me réponde. Tu vois, enfin, genre, Et ton pire casting? mon pire, c'est tous ceux que tu rates, tu vois, ou c'est quand on te dit, ça va peut-être pas le faire, hein, vous êtes un peu trop grosse, ça serait bien que tu perdes 2 ou 3 kilos, peut-être qu'on te rappellera. Tu Et vois. d'ailleurs, ça, après l'harcèlement scolaire que tu Ouais. as vécu, ce casting, comme quoi il est fondamental de se préparer au casting, de se programmer Mm. et de programmer son mindset ultra, ultra puissant, positif et impactant. Parce que malheureusement, ce casting et cette phrase t'a fait sombrer dans une anorexie Ouais, profonde. complètement. Je pense que c'est une accumulation de choses. Je pourrais pas dire que c'est que ce casting et c'est que la faute de ce directeur de casting. Je pense que tu vois, il y avait le patinage où on se comparait vachement. Déjà, tu vois, on disait ah t'es un peu trop grosse. Enfin ce genre de choses, tu vois. Puis c'est des sports aussi qui sont un peu comme ça. Et puis bah après c'est l'image que tu as envers toi. Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, en gros, moi, je suis passée par l'anorexie, mais pour me guérir de l'anorexie, je suis passée par la boulimie, l'hyperphagie. Enfin, tu vois, j'ai eu plusieurs phases et encore aujourd'hui, il peut m'arriver de faire des crises de boulimie et encore récemment, tu vois, pour être honnête. Et la dernière fois, je me suis filmée en train de, juste après avoir fait une crise de boulimie, et je me suis dit, en fait, c'est dingue parce que on est tout le temps en train de rechercher la perfection. Tu vois, je suis tout le temps en train de regarder ces filles qui ont la petite mâchoire carrée. J'ai envie d'avoir la mâchoire carrée, mais je l'aurai jamais. Tu vois, j'ai beau faire des régimes sur régime, je n'ai pas le visage qui aura la mâchoire carrée. Et en fait, on dit que c'est OK sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que c'est se mentir. Parce que dès que t'es pas parfait, dès que t'as un petit peu trop de poids, on va te le faire remarquer. Tu vois, on va dire ah, mais t'as pris un peu du poids, non? T'étais mieux avant, tu vois. Ou enfin, tu vois, c'est toujours comme ça et j'ai l'impression que on peut jamais. Enfin, en fait, les gens disent oh, c'est OK le beauty privilège ou c'est OK le body, le summer body, qu'on n'a pas tous le summer body, qu'on a des petits kilos en trop. Mais j'ai l'impression que les gens, en fait, sont faux par rapport à ça, tu vois. Que c'est pas vraiment vrai et que, en fait, il y a personne qui le dit, il y a personne qui parle. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai une crise de boulimie ou une crise d'anorexie, je me sens hyper seule. Mais vraiment, je me dis, mais j'ai l'impression que je suis la seule à vivre ça. Je suis la seule devant mon assiette, là, et je sais pas comment gérer le truc, tu vois. Et mon image, je vais me regarder devant le miroir et je vais me dire, mais putain, mais t'es laide, ma pauvre fille, mais c'est terrible d'avoir du gras partout comme ça, enfin, tu vois. Et je peux être hyper méchante avec moi parce que, en fait, j'ai ce truc aussi à cause des réseaux, tu vois, faut toujours être plus jolie pour pouvoir plaire. Et je pense que ça fait aussi partie du métier. Mais j'essaye de m'en guérir et j'essaye de passer au-delà de ça. Si je pourrais... C'est pas du tout français. Si je pouvais donner un conseil à une personne qui nous écoute, là, et si je peux éviter qu'une personne tombe dans l'anorexie, parce que c'est une maladie grave, faut pas banaliser cette maladie, c'est hyper important. Aimez-vous comme vous êtes, même si aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des jours où je vais m'adorer, d'autres jours où je vais me trouver moche, mais il y a une phrase où je me dis c'est OK. Et en fait, si aujourd'hui je me trouve grosse, je vais me dire demain, je vais faire en sorte de me trouver moins grosse, je vais réguler, peut-être je vais manger un petit peu moins, ou je vais manger moins de sucre, je vais pas prendre cette pâtisserie qui me donne envie, je vais manger peut-être plus de protéines parce que les protéines vont m'apporter de l'énergie. Et en fait, je vais réadapter. Et je pense que la meilleure phrase que je pourrais dire, c'est aimez-vous comme vous êtes. J'écoute beaucoup de livres de développement personnel, j'en lis aussi. Et tu vois, dans le livre, ils disent c'est hyper important de ne pas se dénigrer parce qu'en fait, c'est la personne que vous soutenez, enfin, votre personne, votre corps, ne vous faites pas de mal. Et tu vois, je te dis, ça m'arrive encore. Et quand ça m'arrive, j'écoute ces livres, j'écoute ces phrases et je me dis, mais t'es bête de faire ça, tu vois. Déjà, tu gaspilles de l'argent parce que tu manges et tu te fais vomir. Ah, super. C'est comme si je prenais de l'argent, là, il dit, bah alors, mais moi, je suis riche. Hop là, dans la poubelle. Enfin, tu vois, c'est comme si je faisais ça un peu en termes de gestes. Et du coup, je me dis, il faut que j'arrête. Et aujourd'hui, tu vois, et puis même pour mes cordes vocales, de me faire vomir, c'est pas bon. Enfin, tu vois, moi qui ai envie de chanter, de danser et tout, pour mon corps, c'est pas bon, pour mes reins, pour mon cœur, tout, quoi. Dans l'introduction, je parlais d'estime de soi et de confiance en soi. Oui. Ce que j'aime en t'écoutant, c'est que tu me donnes beaucoup d'espoir et j'espère que ça va donner de l'espoir à tous nos auditeurs et que vous entendez que tous ces artistes qu'on reçoit
sont souvent des artistes qui travaillent en conscience sur ce développement personnel, c'est-à-dire essayer de tirer vers la positivité avec des valeurs qui sont des valeurs bienveillantes, empathiques, de ne pas critiquer l'autre, etc. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai nouveau souffle bienveillant. Justement, cette estime de soi et cette confiance en soi, lorsque là, tu nous parles de ces moments, parce qu'on te sent très positive, on te sent dans l'action, on te sent dans un savoir-faire, on te sent dans un amusement, l'humour, le karaoké, t'es belle, tu te looks. Shanice, pour moi, c'est un rayonnement, tu es belle, ça pétille dans tes yeux. Et j'ai toujours, la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai repérée avec cet habit de paillettes et cette gentillesse qui t'incarne. Et en même temps, parfois, tu es flippante de rigueur. Elle est flippante de rigueur, elle est flippante. Et en même temps, moi qui suis aussi rigoureuse que toi, parce que parfois les personnes qui travaillent avec moi me disent « Oh là là, t'es trop exigeante ». Mais on ne peut pas réussir si on n'a pas cette discipline. Totalement. Et ce que je voudrais saluer, c'est cette authenticité. C'est-à-dire que toi, justement, tu ne cherches pas à sembler, paraître, tu parles vrai, tu révèles ta véritable nature. Et il me semble que cette authenticité, elle a du mérite en 2025. Merci. Qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que la différence entre la confiance en soi et l'estime. La confiance, c'est Shanice, là où elle arrive, justement, elle brille. Elle s'est bossée, elle se lève à 4h du mat, elle arrive à tout. Et l'estime, justement, comment tu la travailles? L'estime, je dirais que c'est un cours, work in progress de tous les jours. Tu vois, comme je te dis, en plus, ça dépend de si tu vas avoir, en tant que femme, si tu vas avoir tes règles ou quoi, t'es un peu plus, tu vois, des fois, je suis un peu plus en colère ou quoi que ce soit. Puis tu vois, avec l'anorexie, moi, j'ai pas eu mes règles pendant 4 ans. Enfin, tu vois, là, vraiment, on rentre dans une intimité, mais j'ai pas eu mes règles pendant 4 ans. Donc, il y a des changements hormonaux aussi. Tu vois, j'ai vu mon corps se transformer. Quand j'étais anorexique, je suis quand même descendue à 38 kilos. Donc, tu vois, j'ai réappris à manger, à reprendre du poids, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Et là, j'aimerais remercier quelqu'un qui m'a permis de prendre conscience que j'étais anorexique, parce que quand t'es anorexique, tu l'as... vraiment, t'as des œillets devant les yeux, tu vois, t'es « Oh, mais moi, pas du tout !» Alors que je faisais 38 kilos. J'ai fait un stage en tant que directrice de casting pour TF1, pour les familles nombreuses, chez Les Petites Bonnes, avec Léo, qui s'appelle Éléonore, de son vrai prénom. Et elle voyait que je mangeais rien. Pour tout te dire, je mangeais genre une crevette, 2 tomates cerises, et c'était mon repas, c'était genre je mangeais 300 calories par jour. Ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça. Dès que je montais un escalier, j'avais des palpitations. Elle m'a dit alors là, ça va plus du tout, tu pars à l'hôpital avec une collègue et faut faire quelque chose, quoi. J'arrive à l'hôpital, on me met un cathéter. Le cathéter, j'ai plus de veine, donc en fait on me déchire la veine, j'ai un énorme bleu après pendant 3 semaines du haut de la main jusqu'à l'avant-bras, tu vois. Et ensuite, je rencontre le psychologue, et le psychologue en fait se rend compte que psychologiquement je vais bien, tu vois. Enfin, je suis pas en dépression. Les anorexiques souvent sont en dépression. Moi juste j'aime pas mon corps, tu vois. Je me trouve trop grosse, même si je fais 38 kilos, mais dans ma tête j'ai la dysmorphobie. Donc la dysmorphobie, c'est que tu ne t'es pas vu maigrir. Je me vois encore à 65 kilos. Vraiment, pour moi, pas du tout maigre et tout. Puis le docteur et la psychologue me disent mais en fait là madame, si vous continuez comme ça, dans 6 mois vous êtes morte, vous allez mourir. Je me dis mais attends, mais j'ai pas fait tout ça, enfin, genre tout ce que j'ai mis en place, à sortir des singles, à vouloir faire de la télé, à vouloir, tu vois, j'ai pas mis tout ça en place pour mourir dans 6 mois. Ça serait con, tu vois, de mourir à 21 ans, 22 ans, ça serait horrible. Et du coup ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit il faut remanger. Et c'est là où, du coup, il y a eu les premières crises de boulimie, parce qu'en fait, t'as la maladie qui est là en mode « Non, ne mange pas !» Et toi « Mais je mange pour l'énergie !» Enfin, tu vois, t'as 2 voix en toi, et il faut réussir à tuer cette voix qui dit « Ne mange pas !» pour reprendre de l'énergie, parce que c'est la nourriture qui te donne de l'énergie, tu vois. Apprendre à connaître son corps, de ce dont on a besoin, tu vois. Et du coup, la discipline rentre en compte, ce que tu dis, tu vois, de trouver des choses qui vont te permettre de te faire du bien, de sortir au cinéma, d'essayer de rencontrer des gens, de faire du sport. J'allais te demander, est-ce que dans cette discipline de travail et cette, ce temps de projet, que ce soit la radio. Paris, la radio, YouTube, c'est pas rien. On pourrait parler des heures de tout ce que tu fais. Tu es animatrice sur des événements, tu es invitée partout, tu fais de la pub. Bon, bref. Est-ce qu'il y a des moments de relâchement et d'amusement dans ton quotidien? Dis-nous la vérité.
Je te dirais que l'amusement au quotidien, c'est mon métier à France Bleu. Parce qu'en fait, alors aujourd'hui, en tant que chroniqueuse, un peu moins. Pour tout te dire, un peu moins parce que... T'arrives d'aller boire un coup tranquillou avec une copine ? Oui, ça m'arrive. Mais pour moi, c'est pas de l'amusement. Enfin, tu vois, genre, c'est un moment où je vais profiter. Mais quand je m'amuse vraiment, c'est quand je suis à la radio et que je fais mon métier, tu vois, et que on me dit, c'est à toi. Genre, le technicien me dit, ok, c'est à toi. Et là, et qu'on me lance et on me dit, alors Clarisse, vous êtes où ? Et que je fais, on va écouter, là, je suis en train de faire la tirade. Là, je m'amuse. Là, je suis au summum de ma joie. Je passe un moment de fou. Et là où je suis la plus heureuse, tu vois, c'est quand j'ai des gens, des auditeurs qui viennent me rejoindre sur le terrain et qui me disent « Mais j'adore, vous me faites rire et tout. » Tu vois, là, je suis la plus heureuse. Et c'est ça qui me nourrit. Alors, je sais pas si, tu vois, il y a plein de jeunes qui aiment sortir, qui aiment faire la fête, boire. Moi, pas du tout. Enfin, tu vois, j'aime sortir à des événements, rencontrer des gens. Tu vois, là, je suis allée voir l'avant-première de Mac Walter de Mr V et j'ai adoré, tu vois. C'était super sympa de pouvoir faire cet événement et puis voir le travail que Mr V a mis en place pour tout son film. Enfin, il y avait un jeu d'acteur. Enfin, tu vois, tout ça, je salue le travail. Mais oui, j'avoue que j'ai pas forcément une vie de jeune dans le sens où sortir avec mes copines, aller faire du shopping pour dire de faire c'est pas ce qui me rend la plus heureuse, tu vois. C'est pas ça qui me nourrit. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune fille qui sent un peu mal dans sa peau, qui peut-être vit de l'harcèlement ou de l'anorexie, qui rêve d'entamer une carrière artistique ? Par quoi elle doit commencer ? Par se regarder devant le miroir et se dire qu'elle est belle, même si c'est dur de se dire ça, parce que c'est dur de se dire je suis jolie. En fait, de ne pas dire tu es jolie, mais de dire je suis jolie, je suis intelligente, je suis belle. Et moi, tu vois, des fois, quand j'ai une journée qui va pas bien, je fais joie, bonheur, positivité. Et je souffle. Et c'est une phrase bête, hein, tu vois. Et en fait, ça me remet dans un bon mindset. Je me dis, en fait, la vie est trop courte pour que je sois malheureuse, en colère, que ça aille pas ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a un mec qui me coupe la route, je suis en scooter. Je vais pas m'énerver toute la journée. Bon, c'est ok, il m'a coupé la route, c'est bon, passe ton chemin et bonsoir. Tu vois, donc je pense que je dirais ça. Je dirais garder le sourire, te dire que tu es belle et surtout... penser qu'est-ce que tu veux vraiment, sur quoi tu as du talent naturel. Tu vois, moi je savais que j'avais du bagou, j'avais des facilités à parler, donc je me suis dit pourquoi pas parler, pourquoi pas en faire mon métier. Déterminer quel est ton talent naturel. Tu vois, je sais que le chant n'est pas forcément mon talent naturel, j'ai dû le travailler pour ça. Et donc je sais que ce sera une carrière peut-être secondaire comparée à l'animation et au journalisme. Donc je te dirais de travailler ton talent naturel, de travailler aussi comment tu es physiquement, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il faut quand même soigner son image. Si tu arrives soigné, coiffé, maquillé, tu fais une meilleure impression que si tu arrives avec les cheveux tu vois, en pétard comme ça. Enfin, c'est hyper important. Et en plus de ça, soigner ta culture générale. Moi, j'ai beaucoup travaillé ma culture générale. Travailler, tu vois, que ça soit de lire des livres, de regarder des films au cinéma, en fait, de s'intéresser à ce que les autres ont fait dans le passé, même l'histoire de France qui est hyper intéressante, aller dans des châteaux, aller dans des musées, se nourrir de tout ça, parce que ça te permet d'avoir un meilleur vocabulaire, de pouvoir mieux t'exprimer et de pouvoir avoir des sujets de discussion et de pouvoir débattre avec les gens. C'est hyper important et en plus de ça, pour pas se faire avoir. Parce qu'il faut dire ce qui est, on est quand même dans un milieu artistique qui est super, mais il y a aussi des gens qui sont là, qui te font les choses un peu à l'envers, qui vont vouloir te piquer de l'argent ou qui vont te faire signer des contrats. Ça arrive et il faut dire la vérité. Il y a des castings qui ne sont pas forcément des vrais castings. Il faut vérifier si c'est une adresse pas tout à fait correcte ou prévenir où tu vas pour faire un casting. C'est hyper important. Et je pense que c'est pas parce qu'on te dit non, tu rates un casting qu'il faut t'arrêter. Il faut continuer, il faut persévérer. Nombre de fois où on m'a dit non, où ça s'est arrêté ou quoi que ce soit, j'ai continué. Mon père m'a toujours dit avance et continue. Tu tombes, tu te relèves, avance et continue. L'anorexie, avance et continue. L'harcèlement, avance et continue. Tu rates ta chronique, c'est pas grave, la deuxième sera mieux. Tu vois, avance et continue, cette phrase, je la garde au quotidien parce qu'en fait, c'est hyper important de tout le temps travailler, de tout le temps évoluer et avancer. Et c'est ça qui est super, tu vois, dans la vie. Tu tombes, tu as un échec, mais c'est en faisant des échecs que tu apprends. Avance et continue. Je vous avais promis une heure de coaching intense avec Chaniz. Merci Chaniz, merci infiniment. Retrouvez Chaniz tous les jours, tous les matins, si vous êtes matinale à 6h50, à 8h20. Et en rediffusion. Dans la matinale d'ici Paris, bientôt ta chaîne YouTube. Ouais. Et plein d'autres projets qu'on mettra en ligne sur casting.fr. Merci Chaniz pour ce délicieux moment. Merci Soledad. À très bientôt.
mots, saisir ta chance alors.